Peu importe le nombre de soldats et de matériel que son armée perd, le président russe Vladimir Poutine ne cessera pas ses assauts. Zaporijia est l'une de ses principales cibles, et cela depuis l'été. La Russie n'a pas conquis le terrain visé par Poutine lors de la grande offensive d'été, ce qui lui laisse jusqu'à la fin de l'automne pour lancer d'autres attaques. Et le 20 octobre, il l'a fait. En ciblant un petit village en périphérie de Zaporijia, la Russie a lancé une vaste offensive mécanisée destinée à écraser les défenses ukrainiennes. Cela n'a pas fonctionné. La vaste offensive de Poutine à Zaporijia a tourné au chaos, laissant la Russie faire face à une nouvelle défaite inattendue. Le 21 octobre, le Kiev Post a indiqué que la Russie avait tenté une grande offensive contre Malatokmatchka la veille. Ce rapport venait de responsables militaires ukrainiens, qui ont ajouté que l'Ukraine avait réagi de même à de nombreux assauts mécanisés russes récemment. Ils l'ont stoppé. La Russie préparait depuis longtemps la prise de Malatokmatchka. L'assaut était bien organisé et, sans la préparation de l'Ukraine, le village aurait pu être pris. L'attaque russe a eu lieu en plusieurs vagues, la plupart venant du 71e régiment de fusiliers motorisés russes. Les troupes ont avancé depuis les villages de Vobova et Novoprogopivka, rapporte le Kiev Post. La Russie semblait combiner des attaques en vagues et une approche à double direction, visant un mouvement en tenaille contre l'Ukraine. Quelle que soit l'intention, l'assaut n'a pas fonctionné. Chacune des vagues russes était composée de 5 à 8 véhicules blindés, ajoute le Kiev Post. La Russie revient à sa norme habituelle. En été, elle privilégiait des attaques menées par de petits groupes d'infiltrateurs, plutôt que par des assauts mécanisés avec véhicules blindés. RBC Ukraine a rapporté ce changement tactique en juillet. Souvent, les groupes russes étaient composés de seulement 3 ou 4 soldats, chargés d'avancer et de pénétrer dans les positions ukrainiennes sans être remarqués. Les unités mécanisées étaient jugées trop grandes. Les blindés sont de grosses cibles pour les drones et l'artillerie ukrainiens. Le Kiev Post indique que la Russie a finalement déployé environ 26 unités mécanisées, incluant des véhicules de combat d'infanterie, des blindés et son Tigre. Surnommé Tigre M, ce véhicule transporte 10 soldats et dispose d'un lance-grenade et d'une mitrailleuse légère, selon Army Recognition. Il peut atteindre une vitesse maximale comprise entre 124 et 140 km/h selon le modèle spécifique, et il possède une autonomie impressionnante de 1000 km, des caractéristiques solides, ce qui en fait un bon choix pour attaquer un village. Mais ces spécifications n'ont pas suffi à sauver le Tigre ou d'autres blindés russes face aux défenses ukrainiennes. Selon le Kiev Post, la Russie aurait lancé 3 à 5 vagues, estimant 5 à 8 véhicules par vague. Cette approche par vague avait été la tactique russe pendant une grande partie de la guerre, avant qu'elle ne passe à des unités plus petites. Les premières vagues, des assauts en kamikazes, visent à épuiser les munitions ukrainiennes et à la rendre vulnérable aux attaques suivantes. Bien sûr, la limite de ces assauts en vague est toujours le nombre de véhicules dont dispose la Russie. Une fois que ces véhicules sont épuisés, ce qui est probable à moins que l'Ukraine ne brûle ses stocks de drones et de munitions, l'assaut échoue. L'Ukraine le savait et était prête à ce que la Russie tente à Malatokmatchka. La 118e brigade mécanisée indépendante du pays a surpris les forces russes, alors qu'elles tentèrent d'avancer. Les soldats de la brigade affirmant avoir riposté rapidement. En utilisant de l'artillerie, des drones à vue à la première personne, et d'autres véhicules aériens sans pilote, les défenseurs de l'Ukraine ont ciblé les positions russes. L'Ukraine a aussi utilisé des chars T-72 soviétiques, comme la Russie au combat. On ignore si ces chars venaient d'Ukraine, ou avaient été pris à la Russie, mais l'Ukraine les a utilisés efficacement. Les T-72 ont affronté directement les véhicules blindés et l'infanterie russe, tandis que les drones survolaient et que les obus d'artillerie explosaient. En plus, il y avait des mines. Des véhicules blindés russes ont été touchés par des explosifs au sol, alors qu'ils fuyaient des drones au-dessus. Pour contrer toute tentative de la Russie de prétendre que l'assaut de Malatokmatchka a été plus réussi qu'il ne l'a réellement été. La 118e brigade a aussi diffusé une vidéo de sa riposte à l'attaque sur Facebook. D'une durée de un peu plus de 3 minutes, la vidéo met en avant de nombreuses techniques utilisées par l'Ukraine pour éliminer les occupants russes. Sur une musique rythmée, des images montrent des véhicules russes touchés par des drones vus à la première personne laissant fumée et carcasses métalliques. Certains véhicules ont avancé après un premier tir, mais cela a entraîné d'autres frappes de drones. Une séquence montre la vue d'un drone vu à la première personne, tandis qu'un autre frappe un véhicule russe. Le véhicule ne s'arrête pas, donc le drone s'approche pour filmer. On remarque finalement que le véhicule porte ce qui paraît être du fil barbelé,
appelées Cob Cage. Les Cob Cage sont des armures de fortune que la Russie et l'Ukraine ajoutent à leurs chars et blindés. L'objectif est d'ajouter une protection à l'armure, dans une guerre où les drones peuvent descendre d'en haut pour attaquer les points faibles d'un véhicule, tout comme les munitions anti-chars. Une cage de protection est censée déclencher une explosion prématurée et absorber la majeure partie de la puissance de feu, laissant ainsi le véhicule en dessous en sécurité pour poursuivre son avancée. La cage de protection russe a pu stopper le premier drone ukrainien, mais le second touche directement le flanc du véhicule. Et ainsi de suite. Dans la vidéo, à maintes reprises, nous voyons des drones vus à la première personne soit enregistrer d'autres frappes, soit enregistrer des impacts sur les véhicules russes. La situation dans cette direction est sous contrôle. Aucune position n'a été perdue, déclare le texte accompagnant la vidéo. Le Kiev Post cite les troupes ukrainiennes. L'ennemi a subi de lourdes pertes, avec du personnel et des véhicules blindés détruits. Nous travaillons de manière coordonnée et déterminée. L'assaut de la Russie n'a finalement pas été un assaut du tout. C'était un massacre de machines métalliques, que la Russie semble toujours incapable de protéger contre les drones et autres armes de l'Ukraine. Euromaidan Press rapporte d'énormes pertes. Sur 26 unités blindées déployées par la Russie selon le Kiev Post, 22 ont été détruites ou perdues lors de la contre-attaque ukrainienne. Il y avait 12 véhicules de combat d'infanterie 2 Tigres et 6 transports de troupes blindés. Beaucoup de ces véhicules transportaient sans doute des troupes. Donc la Russie a perdu plus que des blindés en tentant de prendre Malatok-Machka. Nous aurons aussi perdu des soldats, peut-être des dizaines, bien que l'Ukraine ne divulgue pas toutes les pertes. Cette victoire ukrainienne survient à un moment clé pour plusieurs raisons. La Russie a lancé une nouvelle offensive sur Zaporijia après l'échec total de l'offensive estivale. Cette offensive a commencé vers la fin de l'été. Le 18 août, Alexandre Syrski, chef des forces armées ukrainiennes, a indiqué que la Russie avait déplacé des troupes de la région de Soumy vers Zaporijia. Cela seul constituait un aveu d'échec pour l'été. La Russie lance des attaques à Soumy depuis mai dans le but de créer une zone tampon destinée à protéger ces régions frontalières vulnérables. L'offensive de Soumy a échoué. Il semble que la Russie ait déplacé de nombreux survivants ou réserves de la région vers une autre zone d'Ukraine, pensant qu'ils y auraient plus de chances. Le regroupement a été confirmé peu après. Mais l'offensive d'été russe à Zaporijia a malgré tout échoué. Néanmoins, ce déploiement de troupes signifiait que la Russie était prête à lancer de nouvelles attaques à l'automne, ce que nous avons précisément constaté le 20 octobre. En septembre, Syrski indiquait que la Russie avait un avantage de 3 contre 1 en effectifs et équipements dans la plupart des régions de Zaporijia. Cet avantage s'étend à un rapport de 4 à 6 fois le nombre de soldats et d'équipements que l'Ukraine peut déployer dans certaines zones, a ajouté Syrski. C'est la stratégie de la Russie en résumé. Et nous avons vu ce que cet avantage numérique peut signifier lors de l'assaut sur Malatok-Machka. La Russie peut perdre de nombreuses unités mécanisées car elle en possède encore pour de futures offensives, du moins pour l'instant. À Zaporijia, tout dépend des stocks de drones et munitions ukrainiens. Les blindés russes restent vulnérables. La question est de savoir si la Russie pourra compenser cette vulnérabilité par le nombre. Pour l'instant, la défense tient. À la fin de l'été, la Russie prévoyait de grandes offensives à Zaporijia, mais l'Ukraine les a stoppées avant leur lancement, selon le Kiev Post. La Russie a redéployé des troupes, dont des marines d'élite, vers Donetsk, probablement pour avancer vers Pokrovsk. Les assauts sur Zaporijia ont ralenti, mais restent nombreux. En fait, le mois où l'armée russe a déployé des efforts maximum pour percer est devenu un mois de gains territoriaux relativement faibles, a déclaré Syrski en août dernier. Peut-être que les offensives russes de l'automne étaient prévues pour l'été. L'Ukraine résiste toujours. Le 20 octobre a prouvé qu'elle possède suffisamment de compétences et de puissance de feu pour détruire les blindés russes avant qu'ils n'atteignent vraiment les défenses ukrainiennes. Mais les blindés ne sont pas la seule préoccupation de l'Ukraine. À Zaporijia, les drones posent aussi de gros problèmes. Le 22 octobre, quelques jours après l'assaut mécanisé raté de la Russie sur Malatok-Machka, une nouvelle vague de drones russes à longue portée a visé Zaporijia. UKR Informe a été l'un des premiers médias à rendre compte de la frappe, notant que 5 personnes avaient été blessées lors de l'attaque russe. La Russie ne fait pas de distinction en ce qui concerne l'âge des civils ukrainiens qu'elle vise. La plus jeune avait 21 ans, tandis que la plus âgée en avait 62. Des blessures par éclat d'obus et des intoxications au monoxyde de carbone figuraient parmi les premières blessures signalées. Nous disons « premières », car le nombre réel de blessés s'est avéré bien plus grave.
Peu après le rapport de UKR Inform, Pravda a indiqué que le nombre de blessés à Zaporijia était passé à 15. 3 enfants figurent désormais parmi les victimes des drones longue portée russes, selon le dernier rapport. 2 de ces enfants sont des nourrissons, l'un âgé de 7 mois et l'autre de 6 mois. Le troisième est un garçon de 13 ans. Nous avons mentionné plus tôt que l'assaut mécanisé sur Malatok-Machka démontre que la Russie revient aux tactiques qu'elle utilisait constamment avant l'été. Avec ses frappes de drones, la Russie continue de faire ce qu'elle fait depuis le début de la guerre en Ukraine. Terroriser les civils ukrainiens. Action en armes de violence fournit les chiffres au 17 octobre. Il rapporte qu'il y a eu 10 309 incidents touchant les civils ukrainiens, entraînant 42 569 victimes. Parmi ces victimes, 33 372 civils ont été blessés et 9 297 sont morts des suites de leurs blessures. Les armes aériennes, comme les drones utilisés par la Russie contre Zaporijia les 21 et 22 octobre, sont responsables de 29% des décès civils signalés depuis le début de l'invasion de Poutine. Zaporijia est aussi l'une des 5 régions les plus touchées par les attaques russes contre les civils, avec 2917 victimes recensées au 17 octobre. Cette attaque de drones augmente ce chiffre de 15 et montre que la Russie commence à désespérer à Zaporijia. Elle combine désormais des assauts mécanisés, dont elle sait qu'ils ont de grandes chances d'échouer, ce qui lui coûte du matériel précieux et des soldats dans le processus. Par une campagne de terreur ciblée contre les civils locaux, la Russie devient désespérée. Et ce que nous voyons maintenant, ce sont ses tentatives de compenser l'échec total qu'a été l'offensive estivale du pays contre l'Ukraine. Nous avons déjà parlé de cet échec, sans insister sur son ampleur ni sur les dégâts causés à la Russie. Le 2 septembre, l'Atlantic Council a publié un article résumant l'impact de l'offensive estivale ratée sur la Russie. Il affirme que cet échec seul brise le mythe d'une victoire russe inévitable. Cela va toucher Poutine. L'offensive estivale à Zaporijia visait à ce que la Russie engage une force si puissante que l'Ukraine ne puisse la stopper. La Russie progresserait vite, prenant de larges territoires. Une fois tout terminé, Poutine pourrait négocier la paix avec plus d'influence qu'au début de la guerre. Voyez tout le territoire que nous avons pris cet été. Poutine pouvait dire « Donnez-le à la Russie, ou nous prendrons le reste de l'Ukraine ». Poutine lui-même était tellement confiant dans l'offensive de l'été qu'il a affirmé qu'il y a des raisons de croire que nous pouvons en finir avec l'Ukraine dès le mois de mars. Le résultat de l'offensive n'était pas celui espéré par Poutine. Comme le note le Conseil de l'Atlantique, l'armée russe n'a pas réussi à percer le front, ni à capturer une seule grande ville. En 3 mois d'été, les avancées russes n'ont concerné qu'environ 0,3% du territoire ukrainien, et des objectifs majeurs comme Pokrovsk restent contrôlés par l'Ukraine, selon un rapport de septembre. Peu de choses ont changé à l'approche de la fin du mois d'octobre. Tout espoir de Poutine d'utiliser les gains russes de l'été pour obtenir la paix s'est totalement évaporé. Fin d'été, Poutine totalisait déjà 210 000 pertes en 2025 avec peu de résultats en retour. Vous pouvez en apprendre davantage sur la dévastation qu'a causée cette offensive pour la Russie dans notre vidéo qui couvre l'ampleur totale des pertes russes en 2025. Tout cela nous ramène à Malatok-Machka et aux nouvelles attaques de drones sur Zaporijia. Ce à quoi l'Ukraine fait face maintenant, c'est une Russie qui est au-delà du désespoir. N'ayant pas atteint ses objectifs estivaux, le pays mobilise désormais tout ce qui lui reste contre l'Ukraine. Le froid hivernal complique fortement les avancées terrestres. Les blindés russes déployés vers Malatok-Machka étaient sans doute ceux que la Russie voulait préserver, peut-être pour de futures offensives après l'hiver. Désormais, une grande partie a été calcinée sur les champs et routes, autour d'un village que la Russie n'a pas pris. Quant aux drones, c'est tout ce qu'il reste vraiment à la Russie pour infliger des dégâts sérieux à Zaporijia. Incapable de gagner le terrain qu'elle souhaite, la Russie s'appuie encore davantage sur ses tactiques de terreur. C'est selon la Nouvelle Voix d'Ukraine, qui a déclaré en septembre que la Russie se concentre sur l'amélioration de sa position tactique plutôt que sur la réalisation de gains importants à Zaporijia. Pendant l'automne, l'assaut sur Malatok-Machka joue probablement un rôle dans cette stratégie ajustée, car c'est le type de localité que la Russie pourrait utiliser pour lancer des attaques, ou comme base de drones. Alors qu'ils tentent d'attaquer le reste de la région de Zaporijia, les forces russes chercheront désormais à améliorer leur position tactique dans l'oblast de Zaporijia, afin d'empêcher les défenseurs ukrainiens de transférer des réserves vers d'autres fronts plus actifs. Et à des fins terroristes, comme s'approcher de la capitale régionale pour l'attaquer avec des bombes guidées KAB, avait indiqué le média.
The Moscow Times a rapporté le 21 octobre que ces tactiques visent à faire croire que la Russie gagne. Poutine continue de faire pression pour que l'Ukraine cède du territoire, même si ses forces n'arrivaient pas à capturer ce territoire. Le dirigeant russe est complètement déconnecté de la réalité sur le terrain. Le Moscow Times affirme qu'il a même prétendu que les forces ukrainiennes battaient en retraite sur toute la ligne de contact le 7 octobre de Mali. Ce n'est pas le cas. Soit Poutine ne sait pas que ce n'est pas le cas, soit ceux qui l'entourent lui mentent. Cela donne encore plus de contexte à l'assaut contre Malatokmachka. La Russie a peut-être lancé autant de blindés contre le village. Ils cherchent à concrétiser les illusions de Poutine avant qu'il ne s'en aperçoive. Ces propos ne reflètent pas la réalité sur le terrain. Le Moscow Times rapporte que la Russie regroupe ses forces à Zaporijia et Donetsk pour ce que Poutine voit comme l'assaut final sur le Donbass. Contrôler Zaporijia permettrait à la Russie de faire passer des troupes dans le Donbass, d'où l'intérêt de Poutine pour cette région. Le problème de la Russie est que son rythme d'avancée suggère que l'assaut final pourrait prendre des années avant la chute du Donbass. L'Ukraine continuera d'agir comme le 20 octobre. La défense de Malatokmachka prouve que l'Ukraine anticipe les attaques russes et se prépare aux nouveaux assauts mécanisés. Maintenant, la Russie poursuivra ses frappes, visant militaires et infrastructures civiles, pour simuler une avancée à Zaporijia. L'Ukraine doit simplement poursuivre sa défense comme à Malatokmachka, en présentant des preuves vidéo régulières. Et le récit de Poutine sur une victoire russe inévitable s'effondrera. S'il y a un pays sur lequel la Russie a pu compter pour un flux régulier d'argent pendant la guerre en Ukraine, c'est bien la Chine. Alors que l'Occident sanctionnait la Russie et réduisait ses achats de pétrole russe, la Chine en profitait pour en acheter plus. L'accord a fonctionné. La Chine a obtenu plus de pétrole à un tarif réduit, et la Russie a continué de recevoir de l'argent qu'elle pouvait utiliser pour financer la guerre. Maintenant, tout a changé. Le président chinois Xi Jinping a trahi Vladimir Poutine en affaiblissant fortement la machine de guerre russe. Et c'est un coup qui n'aurait pas pu se produire sans les États-Unis et leurs sanctions. Le 23 octobre, le Télégraphe a rapporté que plusieurs compagnies pétrolières d'État chinoises ont suspendu tous leurs achats de pétrole russe transportés par voie maritime. Les mots « d'État » vous disent tout ce que vous devez savoir sur l'implication de Xi dans cette décision. Le Parti communiste chinois, dirigé par Xi, possède essentiellement ces entreprises, ce qui signifie que la décision de suspendre les achats aurait finalement été prise par Xi. Actuellement, 4 grandes compagnies pétrolières chinoises ont cessé leurs achats. Sinopec, China National Offshore Oil Corporation, PetroChina et Zhenhua Oil ont suspendu temporairement leurs activités en attendant l'évolution de la situation. Et cela nous amène à la grande question. Pourquoi ? Comme indiqué précédemment, la Chine bénéficie d'un excellent accord avec la Russie depuis l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Elle achète des millions de barils de pétrole à un coût bien inférieur à celui proposé par d'autres fournisseurs. Xi a dû réagir à un événement majeur pour déclarer « plus de pétrole transporté par mer », et c'est bien ce qui s'est produit. Les États-Unis ont sanctionné 2 grandes compagnies pétrolières russes. La décision de la Chine de suspendre ses achats de pétrole russe intervient à la suite de la mise en place par les États-Unis de sanctions visant Rosneft et Lukoil. Ces 2 entreprises sont les 2e et 3e plus grands groupes énergétiques russes, toutes 2 derrière Gazprom. Concernant le total des revenus générés pour leurs propriétaires et la Russie, rapporte Al Jazeera, les 2 entreprises exportent ensemble 31 millions de barils de pétrole brut par jour, soit environ 11,3 milliards de barils par an. Cela représente 70% des exportations de brut russes, rendant le ciblage de ces entreprises par les États-Unis très pertinent. Rosneft et Lukoil comptent parmi les géants russes. Perdre leurs ventes serait un désastre pour Poutine et sa machine de guerre. Les États-Unis agissent après des sanctions similaires du Royaume-Uni contre ces 2 entreprises. Cela suggère que l'Occident vise délibérément les ventes de pétrole maritime russe. La Russie savait que certains acheteurs subiraient les sanctions annoncées, mais la Chine reste son principal importateur de pétrole maritime. Ce pays a-t-il vraiment la puissance économique pour résister aux sanctions américaines et continuer d'acheter à la Russie ? Apparemment non. Nous expliquerons pourquoi plus tard dans la vidéo. Sachant que les États-Unis sont derrière la trahison de Xi envers Poutine, la question suivante est « Pourquoi ? Pourquoi les États-Unis ont-ils choisi ce moment pour cibler 2 des plus grands géants pétroliers russes ? Tout était la faute de Poutine. Il y a seulement quelques jours, le président américain Donald Trump se préparait à rencontrer Poutine en Hongrie, lors d'un sommet qui permettrait aux 2 dirigeants de discuter de la manière de faire avancer le processus de paix en Ukraine. Ce sommet a été annulé de façon inattendue, Trump déclarant qu'il n'a aucun intérêt à participer à une réunion inutile avec Poutine.
Le 22 octobre. Trump a précisé: à chaque discussion avec Vladimir, la conversation est bonne mais ne mène à rien. On observe une frustration croissante envers Poutine dans l'administration américaine. Ces frustrations ont maintenant débordé, les sanctions qui ont provoqué la trahison de Xi envers Poutine en étant la conséquence directe. J'ai juste senti que c'était le moment. Nous avons attendu longtemps, a dit Trump à propos des nouvelles sanctions. Le président américain ajoute qu'il espère que la douleur causée par ces sanctions amènera Poutine à revenir à la table des négociations. Et surtout, que le dirigeant russe ait un état d'esprit productif. C'était donc une punition pour Poutine, qui a profondément choqué le Kremlin. C'est ce qu'affirme le Kiev Independent, qui a détaillé à quel point les sanctions américaines vont loin. L'Amérique n'a pas seulement visé Rosneft et Lukoil, 6 filiales de Lukoil, ainsi que 28 entreprises relevant de la bannière Rosneft, ont été victimes des sanctions américaines. La filiale Lukoil West en Sibérie représente environ 40% de la production d'hydrocarbures de Lukoil, précise la source. Les nouvelles sanctions de Trump ne sont pas simplement symboliques. Les États-Unis ont mené leurs recherches afin de mettre en place un ensemble de sanctions qui couvrent tous les aspects du possible. La Russie se console en sachant que les sanctions ne s'appliqueront pas simultanément. C'est ce qu'affirme Timothy Ash, chercheur associé à Chatham House, au Télégraphe. Les sanctions seront appliquées sur 4 semaines, laissant à la Russie le temps de réagir. Mais cela obligera la Russie à accorder une plus grande remise pour vendre son pétrole. Cela implique moins de recettes budgétaires, alors que ses réserves sont déjà épuisées, après 3 ans et demi de guerre. La Chine pourrait à nouveau profiter de cette remise à l'avenir. Pour l'instant, Xi a trahi Poutine, volontairement ou non. Les États-Unis ont montré une telle puissance que la Chine a dû réagir. La Chine n'est pas particulièrement ravie de devoir suspendre ses achats de pétrole russe transportés par voie maritime. Selon Newsweek, la Chine s'oppose aux sanctions américaines et estime qu'elles ne reposent sur aucun fondement en droit international. La Chine a également déploré le fait que les sanctions n'ont pas reçu l'autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Guo Jiakun, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a souligné ces points, puis ajouté: seul le dialogue et la négociation peuvent résoudre la crise ukrainienne, pas la coercition ni la pression. Guo pourrait avoir raison. L'aspect légal est complexe. La bibliothèque de la Chambre des communes du Royaume-Uni a expliqué pourquoi dans un article de novembre 2024 expliquant comment les sanctions fonctionnent en lien avec le droit international. Les sanctions étatiques, surtout hors du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, entretiennent un lien complexe avec le droit international. Selon les mesures prises par un État, les sanctions peuvent être un exercice légal de souveraineté, ou une possible violation du droit international. Selon la bibliothèque, une justification serait nécessaire. Les États-Unis pourraient subir un retour de bâton du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. La question de savoir dans quelle mesure le Conseil aurait le pouvoir d'arrêter les États-Unis fait débat, en supposant même que le Conseil veuille s'impliquer dans ces nouvelles sanctions. En fin de compte, les protestations chinoises importent peu, car les États-Unis ont fait cesser à de grandes entreprises énergétiques de Pékin d'acheter du pétrole russe. La situation est difficile pour Poutine et la guerre en Ukraine. De plus, d'autres pays que la Chine lâchent à la Russie sous pression américaine. L'Inde semble aussi prête à se retirer, surtout si elle suit la Chine. 2 des plus grands clients pétroliers de la Russie annoncent qu'ils ne dépenseront plus de milliards pour son produit phare. Le 22 octobre, CNBC a indiqué que l'Inde envisage de réduire ses achats de pétrole russe après de nouvelles sanctions américaines. Trump affirme avoir reçu des assurances du Premier ministre indien Narendra Modi sur l'éloignement du pétrole russe. Le président américain a dit aux journalistes dans Air Force One: « Il n'achètera pas beaucoup de pétrole à la Russie. Il souhaite autant que moi la fin de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et, comme vous le savez, ils n'achèteront pas beaucoup de pétrole. Bien sûr, il y a une sacrée carotte au bout du bâton. Cela encourage l'Inde à prendre cette décision. » CNBC note que les États-Unis vont probablement réduire le tarif de 50%, actuellement appliqué aux exportations indiennes à environ 15% en échange de la décision de l'Inde. Les États-Unis démontrent encore leur puissance financière, montrant à Poutine qu'ils peuvent détourner même ceux qui bénéficient du pétrole russe bon marché. Modi et Xi en tirent plus d'avantages que beaucoup d'autres. Ils trahissent Poutine, et l'Ukraine se réjouit de la pression de Trump. Volodymyr Zelensky a salué sur X les sanctions américaines du 23 octobre. Les nouvelles sanctions américaines contre les géants pétroliers russes montrent que prolonger la guerre et la terreur a un prix. C'est une mesure juste et méritée. C'est précisément la pression sur la Russie qui sera efficace pour parvenir à la paix, et les sanctions en sont l'un des éléments clés, a affirmé Zelensky.
L'envoyé ukrainien aux sanctions, Vladislav Vlasiuk, a confirmé sur Facebook « Tout cela est désormais sous sanction ». Cette décision se distingue par sa complexité et son exhaustivité. Toute l'infrastructure est ciblée comme il faut. Ce sera rapide et significatif. Personne n'achètera de pétrole à ses exportateurs par crainte de sanctions américaines. La réaction de la Russie a été moins enthousiaste. En privé, Poutine doit s'en vouloir, comme si son refus de céder sur ses exigences pour un accord de paix en Ukraine était en cause. C'est ce qui a poussé Trump à décider que toute rencontre pour l'instant serait inutile. Le président russe a passé l'année à tenter de manipuler Trump, et parfois, il semblait réussir. Il subit une nouvelle pression économique, alors que la guerre qu'il a lancée approche de sa 4e année. The Guardian dit que Poutine a voulu sauver les apparences. Il a qualifié les sanctions d'actes inamicales nuisant aux relations russo-américaines. Semblant vouloir convaincre Trump qu'il nuit à son pays en mettant la Russie sous pression, Poutine l'a invité à se demander qui son administration sert vraiment, dans une démarche étrange. Poutine a accompagné cela d'une déclaration vague sur la hausse des prix dus aux sanctions. Mais en ce qui concerne ce que la Russie va faire ensuite, Poutine a un message beaucoup plus clair. Aucun pays qui se respecte ne fait jamais quoi que ce soit sous la pression. Ces mots montrent que Poutine ne veut pas reculer dans la guerre en Ukraine. Et il est peut-être maintenant encore moins susceptible de venir à la table des négociations qu'il ne l'était auparavant. Poutine est-il sérieux? Ou est-ce simplement du bluff? Alors que Poutine s'efforce de trouver un moyen de convaincre les États-Unis de reculer face à des mesures dont il sait, au fond de lui, qu'elles vont causer de sérieux dégâts. Attendons de voir. D'autres commentateurs russes ont été moins diplomates. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Medvedev, a proféré ses menaces habituelles dès que la Russie est contrariée. Les États-Unis sont notre ennemi, et leur bavard médiateur s'est désormais pleinement engagé sur le sentier de la guerre avec la Russie. Medvedev a réagi aux sanctions américaines en affirmant que les décisions prises sont un acte de guerre contre la Russie, et que Trump s'aligne désormais sur l'Europe folle. Bien sûr, Medvedev est là pour dire ce que Poutine lui-même ne dira pas. Donc ses paroles reflètent essentiellement les véritables sentiments de Poutine sur la question. Poutine panique parce qu'il sait que perdre les achats de pétrole de la Chine va lui faire mal. Cela nous amène à l'impact de la trahison de la Chine envers la Russie, provoquée par les nouvelles sanctions américaines. L'impact le plus direct et le plus évident est d'ordre monétaire. La Chine achetait tant de pétrole russe qu'elle a apporté des dizaines de milliards de dollars à l'économie de guerre de Poutine. Rien qu'en 2024, la Chine a acheté pour 6 259 milliards de dollars de pétrole brut russe, selon Trading Economics. Cette année-là a également battu le record du montant le plus élevé jamais dépensé par la Chine pour le produit le plus important de la Russie. Ce record avait déjà été battu 2 fois auparavant, en 2023 et en 2022. La Chine a dépensé 607 milliards de dollars pour le pétrole brut russe en 2023 et 584 milliards de dollars en 2022. En 2021, la Chine a acheté pour plus de 40 milliards de dollars de pétrole russe, profitant de prix plus bas en raison de la guerre. Depuis l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine, la Chine dépense chaque année environ 20 milliards de dollars de plus pour le pétrole brut russe qu'avant l'offensive. La Chine ne suspend pas tous ses achats de pétrole russe. Sa décision vise uniquement les importations de pétrole par voie maritime, soit 14 millions de barils par jour selon Reuters. Un article de Reuters indique que la Chine importe 21 millions de barils de pétrole russe par jour. Actuellement, les importations terrestres ne paraissent pas impactées par la décision chinoise. Les calculs montrent que 2/3 du brut russe importé par la Chine arrive par voie maritime. C'est ce que la Chine coupe. Cela nous aide aussi à estimer l'impact financier de la décision de Xi sur l'effort de guerre de Poutine. Comme indiqué précédemment, la Chine dépense environ 60 milliards de dollars par an pour le pétrole russe. Si ces 2/3 d'achats cessent, Poutine perdra 40 milliards de dollars de revenus pétroliers pour financer son armée ou son pays. Ce n'est pas une petite somme, c'est une somme décisive à perdre, alors que les ministres russes avertissent que la Russie frôle la récession. Inclure l'Inde dans l'équation nuit fortement à la Russie. Selon Newsweek, la Chine a dépensé environ 230 milliards de dollars pour le pétrole russe depuis février 2022, tandis que l'Inde en a acheté près de 160 milliards. Ce chiffre de 230 milliards de dollars diffère légèrement de celui de Trading Economics. Mais le fait demeure, cela représente énormément d'argent. Si l'Inde coupe aussi l'approvisionnement en pétrole russe, peut-être plus durablement que la Chine, si elle obtient l'accord tarifaire souhaité, c'est une recette qui mènera la Russie au bord du gouffre et à un effondrement économique total.
L'impact commercial ne portera pas seulement un coup dur à Poutine sur le plan financier. Voilà ce que cela implique pour la future relation Chine-Russie. La Chine a toujours affirmé publiquement qu'elle souhaitait une résolution pacifique de la guerre en Ukraine. Mais dans ses actions, la Chine a généralement soutenu la Russie. Les achats massifs de pétrole, qui injectent des milliards dans l'économie russe, en témoignent. Comme l'a indiqué le Télégraphe en septembre, la Chine a aussi vendu à la Russie des composants à double usage, utilisables pour fabriquer des drones. Des ingénieurs chinois ont aidé un fabricant d'armes russe, sous sanction, à améliorer l'efficacité des drones de Poutine. La relation entre la Russie et la Chine semblait solide en apparence. Cependant, en réalité, la Chine a profité de la position de faiblesse de la Russie, surtout en ce qui concerne l'achat du pétrole de Poutine. Les achats de pétrole russe par la Chine ont fortement augmenté dès le début de la guerre en Ukraine lancée par Poutine. Les sanctions ont frappé de plein fouet l'industrie pétrolière russe, obligeant la Russie à proposer son pétrole à des pays comme la Chine à un prix inférieur à celui qu'elle aurait normalement demandé. La Chine a passé environ 3 ans à en profiter pleinement, sachant qu'elle pouvait couper les ponts à tout moment et laisser la Russie dans une position précaire. C'est la Chine qui détient tout le pouvoir dans cette soi-disant alliance, et avec une pression des États-Unis, elle vient tout juste d'exercer ce pouvoir. Le pétrole a rapproché la Russie et la Chine, mais il crée aussi un grand déséquilibre de pouvoir que Poutine préfère ignorer. L'Institut de l'Union européenne pour les études de sécurité, ou Institut de l'Union européenne pour les études de sécurité, a mis en avant ce déséquilibre dans un article du 2 octobre. Il a souligné que la Chine soutient la Russie depuis longtemps, en raison de similitudes idéologiques. Le démantèlement du pouvoir occidental en est un, et constitue sans doute la force motrice de cette relation. Cependant, la Chine a toujours dominé, et cesser ses achats de pétrole montre à Poutine combien la Russie dépend désormais d'elle. Malgré la hausse continue des échanges, la relation économique entre la Russie et la Chine reste très asymétrique. L'Institut de l'Union européenne pour les études de sécurité affirme que la Russie devient de plus en plus dépendante de la Chine dans un éventail croissant de catégories de produits. Bien que Pékin limite son exposition aux produits russes, la Chine aurait sans doute continué d'acheter du pétrole russe si elle l'avait pu. Mais il y a de fortes chances qu'elle ne soit pas trop en colère d'y être poussée. Cet acte souligne la dépendance accrue de la Russie envers la Chine comme source de financement, et Xi pourrait chercher à renforcer son influence en Russie. Peut-être qu'une demande de remise d'encore plus importante se profile à l'horizon en échange de la reprise des achats par la Chine. La Chine a ici un argument naturel, car ces remises peuvent compenser le coût de la colère américaine et le risque de sanctions secondaires. La Chine sait aussi qu'elle est un partenaire commercial bien plus précieux pour les États-Unis que la Russie ne le sera jamais. Le bureau du représentant américain au commerce souligne ce point. Il indique que les échanges de biens et de services entre les États-Unis et la Chine se sont élevés à 6 589 milliards de dollars en 2024. Les échanges avec la Russie n'ont été que de 35 milliards de dollars cette année-là. Ce déséquilibre donne à la Chine un fort levier pour renégocier et améliorer sa position face aux États-Unis. Même si elle finit par acheter à nouveau du pétrole russe, la Chine est gagnante dans tous les cas ici. Elle pourrait se servir des sanctions américaines et de sa réaction pour relancer le dialogue avec les États-Unis sur la guerre tarifaire qui oppose les deux pays. La Russie serait délaissée si la Chine faisait ce choix, ou elle pourrait reprendre ses achats de pétrole russe à un prix encore plus bas, parce qu'elle sait que sa puissance économique pure sera suffisante pour lui permettre de renégocier avec les États-Unis à l'avenir. Dans ce scénario, la Russie obtient un certain soulagement à court terme. Mais elle finit quand même par être potentiellement abandonnée par la Chine à l'avenir. Et si ce n'est pas le cas, alors elle deviendra encore plus soumise qu'elle ne l'est déjà. Il y a quelques réserves. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, le commerce de pétrole entre la Chine et la Russie ne va pas s'arrêter complètement, car le transport terrestre reste une option. La coupure vise uniquement le pétrole transporté par mer. Le Télégraphe indique que des analystes estiment que la coupure chinoise serait temporaire et que la Russie et la Chine pourraient coopérer pour trouver une solution. Ce serait le meilleur scénario pour Poutine, même si une alternative est trouvée. Poutine vient d'apprendre une leçon très dure. La Chine est prête à abandonner la Russie à son sort économique si suffisamment de pression est exercée sur Pékin. Poutine a beaucoup plus besoin de Xi que Xi n'a besoin de Poutine. Et il n'y a rien que le président russe puisse faire pour changer ce fait. Faites votre devoir patriotique et assurez-vous que la Russie vainque l'Ukraine. Voilà le message imprégné de propagande que le Kremlin adresse à tous ceux qui veulent bien l'entendre. Ce concept de devoir est tout ce qui sépare l'armée russe de l'effondrement total.
La Russie doit absolument maintenir ce principe pour espérer vaincre l'Ukraine. Mais cette idée ne s'est pas vraiment maintenue. Le sens du devoir a complètement disparu. L'armée russe s'effondre au milieu de la folie du front, du manque d'équipement et d'incidents qui suggèrent que les soldats, soi-disant patriotes de la Russie, se retournent les uns contre les autres. Et peut-être que la seule preuve nécessaire pour démontrer cela, même s'il y en aura beaucoup d'autres, c'est que les soldats russes tirent sur leurs propres camarades. Ce ne sont pas des incidents isolés. Les Russes tirant sur d'autres Russes sont trop fréquents pour le confort de Vladimir Poutine. Et c'est un problème, qui va des commandants russes donnant les ordres, jusqu'aux soldats russes devenus fous, qui perdent la tête et tuent tout le monde autour d'eux, en tentant désespérément de fuir la guerre en Ukraine. Un de ces incidents s'est produit récemment. Euromaidan de presse rapporte qu'un conscrit russe a tiré sur ses camarades dans une base militaire près de Moscou. Le soldat a atteint sa cible puisqu'il a réussi à tuer 2 personnes et à en blesser une autre. Pour ce soldat, fuir la base n'était pas envisageable. Il aurait été capturé et confronté à la justice russe. Alors, plutôt que d'essayer de fuir, il s'est échappé en retournant son arme contre lui-même. Une balle plus tard, un 3e Russe était mort. Ceci n'est que le dernier d'une longue série d'incidents similaires qui ont frappé l'armée russe. Un an plus tôt, le conscrit avait tué 2 camarades, puis s'était suicidé. Newsweek a rapporté une histoire similaire qui s'est produite dans la région de Zaporijia, en Ukraine. Cette fois, un ancien prisonnier russe, stationné en première ligne, a exécuté un plan bien plus élaboré. Il s'appelle Maxime Fedotchenko et il a tout fait pour causer le plus de dégâts possible à son propre camp. Newsweek rapporte que l'ancien prisonnier a lancé une grenade dans l'abri où dormait son camarade. Après l'explosion, il est sorti, arme à la main, pour tirer sur tous ceux qui auraient survécu à la déflagration. Puis il s'est enfui et personne ne sait ce qu'il est devenu. Pourquoi un ancien prisonnier se retrouve-t-il en première ligne en Ukraine ? On peut se le demander. Cette vidéo traite de la folie du front. Cette politique, approuvée par Poutine, a amené Fedotchenko en Ukraine, désespéré de renforcer ses forces. Poutine a instauré une loi permettant aux détenus russes de choisir entre purger leur peine ou combattre pour la Russie en Ukraine. En janvier, le Kiev indépendant a rapporté qu'il y aurait jusqu'à 180 000 détenus russes qui combattent actuellement en Ukraine, dont beaucoup auraient été condamnés pour des crimes violents. Pour la Russie, il paraît logique d'avoir des criminels imprévisibles dans son armée. Le cas de Fedotchenko montre pourquoi ce n'est pas vrai. Si ce ne sont pas les conscrits paniqués, ou les criminels retournant leurs armes contre leurs camarades dont les soldats russes doivent s'inquiéter, ce sont les ordres de leur commandant. Il y a eu plusieurs rapports faisant état de soldats russes tués sur ordre même de ceux qui les mènent au combat, souvent en raison d'une prétendue lâcheté. En avril, le Kiev indépendant a rapporté un tel incident, notant que le renseignement militaire ukrainien avait récemment intercepté un appel suggérant qu'un commandant russe s'était laissé emporter par sa colère. F, le 55e, dit le commandant à propos d'une autre unité. « Tirez-leur dessus !» C'est l'ordre du commandant de bataillon. « Tirez-leur dessus !» a crié le commandant pendant l'appel. « Tirez-en vos propres conclusions sur ce qui a dû se passer ensuite. » En juillet, le Bloc anti-impérial des nations, ou Bloc anti-impérial des nations, a publié un article soulignant que cet appel furieux était loin d'être un incident isolé. Il a noté que les soldats russes tuaient leurs camarades blessés, soit d'une balle dans la tête, soit à coups de crosse. L'Ukraine en a apparemment été témoin directement grâce aux images capturées par ses drones. Et ces exécutions de blessés semblent se produire de manière systématique, affirme Bloc anti-impérial des nations. Le mot « systématiquement » suggère une chose. Il s'agit d'un ordre qui doit venir du commandement russe. Dans une vidéo, un Russe blessé gît dans une tranchée, bougeant bras et tête. Un autre soldat s'approche de lui, l'examine puis le frappe 3 fois à la tête avec la crosse de son fusil, puis enjambe le corps et continue sa route. Bloc anti-impérial des nations rapporte. Il semble que les soldats russes blessés risquent d'être exécutés ou abandonnés plutôt que d'être évacués médicalement. « Fais ton devoir en Ukraine !» crie la Russie. Mourir en Ukraine aux mains de ses propres camarades semble être la réalité, du moins pour beaucoup de soldats russes. La presse Euromaidan affirme que de tels incidents sont loin d'être rares dans l'armée russe, surtout parmi les nouvelles recrues mobilisées. Le moral des soldats est au plus bas, selon les rapports des troupes et de leurs proches. Nombreux sombrent dans le désespoir à cause du harcèlement, de la privation et d'un sentiment d'impuissance face à leur situation. Beaucoup de ceux qui servent au front, ou qui s'entraînent pour être envoyés plus tard, savent qu'ils ont de grandes chances de mourir.
Les jeunes conscrits russes ne sont pas ignorants de la situation en Ukraine. Ils voient des images du front, apprennent des soldats qui reviennent et savent ce qui les attend en Ukraine. Affirme Euromaidan Press. Beaucoup tentent de fuir, mais de nouvelles lois sévères criminalisent aussi la recherche en ligne d'informations qualifiées d'extrémistes, y compris les critiques de la guerre. Peut-être que ce que la Russie vit actuellement est une crise de morale qu'elle n'a pas su résoudre, et qui arrive à son paroxysme. Après tout, ce n'est pas comme s'il n'y avait pas eu de signes avant-coureurs. Dès juillet 2023, des soldats russes capturés parlaient des horreurs abjectes auxquelles ils sont soumis en servant leur pays, et des effets que ces horreurs ont sur leur psyché. Ce mois-là, CNN a reçu une autorisation rare de la part de l'Ukraine pour interviewer plusieurs prisonniers russes. Le média a parlé à un homme nommé Anton, qui a décrit son expérience pendant la bataille brutale de Bakhmut. La Russie a perdu jusqu'à 30 000 soldats, rien que dans cette bataille, selon la British Broadcasting Corporation, et Anton a eu beaucoup de chance de ne pas en faire partie. Il a raconté comment ils sautaient comme des lapins sous les tirs de mortier et les bombes pendant 3 jours, alors que lui et Slava tentèrent simplement de survivre. Ils ont fini par s'endormir, mais des tirs d'artillerie ukrainiens ont creusé un cratère à l'entrée de leur abri. Les 2 hommes ont alors couru, zigzagant entre cratères et corps mutilés. Finalement, Anton et Slava ont trouvé refuge dans un autre trou de combat. Mais la sécurité n'a pas duré. Les soldats ukrainiens les poursuivaient. 2 grenades ont été lancées dans le trou de combat. Et Anton n'a survécu que grâce à la profondeur du trou. C'était silencieux pendant un moment, puis les Ukrainiens sont revenus. Je pensais que c'était la fin, raconte Anton à CNN. J'ai mis le fusil en mode tir coup par coup et j'ai pensé que j'allais me tirer dessus. Mais je n'ai pas pu. Anton était encore un autre des soldats condamnés de la Russie. Son expérience en première ligne est l'exemple parfait de la raison pour laquelle le moral des Russes est si bas. Beaucoup dans l'armée du pays retournent leurs armes contre leurs camarades, et si ce n'est pas contre leurs camarades, ils les braquent sur eux-mêmes. Anton n'a pas pu appuyer sur la gâchette, mais le fait qu'il était assez désespéré pour vouloir le faire en dit long. C'est tout ce qu'il faut savoir sur l'état d'esprit d'un soldat russe pendant les combats les plus brutaux auxquels Poutine les soumet. D'autres soldats russes sont bien plus enclins à se faire du mal si cela leur permet d'échapper aux horreurs de la guerre. En septembre, le Centre d'analyse des politiques européennes, a signalé une hausse des cas d'automutilation chez les soldats russes pour échapper à leurs devoirs. Ces soldats ne sont pas non plus de nouvelles recrues, envoyées au combat pour la première fois. Le SIPA indique que cette épidémie d'automutilation concerne certains des soldats russes les plus élites, alors qu'ils fuient la guerre et réclament les compensations qu'ils jugent leur être dues. Selon le SIPA, une telle escroquerie impliquait 35 hauts responsables officiers et soldats russes. Collectivement, ces soldats pouvaient toucher 24 millions de dollars de paiement de l'État s'ils étaient renvoyés chez eux après avoir été blessés en service. Le colonel de la garde Artem Gorodilov aurait ordonné à ses soldats de lui tirer dessus 4 fois en précisant d'éviter les organes vitaux. Ainsi, il pouvait rentrer chez lui avec son argent. 2 choses deviennent claires à partir de cette histoire. Même les soldats d'élite de la Russie sont désespérés de rentrer chez eux. Et ils se préoccupent bien plus de l'argent que du moindre sens du devoir patriotique que Vladimir Poutine essaie de leur inculquer. Est-ce vraiment surprenant que ces soldats deviennent fous sur la ligne de front? Les récits sur les commandants russes faisant exécuter leurs hommes et tuant systématiquement les blessés illustrent une armée ancrée dans une culture de brutalité. Pour preuve supplémentaire, voici une autre histoire insensée de la ligne de front. Le 17 octobre, le Télégraphe a indiqué que des soldats russes, refusant d'obéir aux ordres d'assaut en Ukraine, sont menottés à des arbres et abandonnés. Le média rapporte une vidéo montrant comment 4 soldats russes ont été laissés à ce sort, abandonnés sans nourriture ni eau par leurs soi-disant camarades. Ils ne pouvaient qu'espérer que les soldats ukrainiens les trouvent avant que la faim et la déshydratation ne les emportent. Ces soldats n'étaient pas en Ukraine pour se battre. Pas vraiment. Ils servaient de chair à canon, envoyés pour essuyer les balles ukrainiennes, et en étaient conscients. Leur commandant se souciait si peu d'eux, qu'ils préféraient les laisser mourir dans la souffrance plutôt que leur donner une chance d'échapper au combat. L'armée russe fait constamment preuve de brutalité en Ukraine, commettant des crimes de guerre par dizaines. Il ne faut pas s'étonner que cette même brutalité soit dirigée contre tout soldat russe qui ose faire ne serait-ce qu'un petit écart. À ce stade, les fissures dans la machine de guerre russe sont assez évidentes, et les histoires de dysfonctionnement militaire du pays sont loin d'être terminées. Des milliers de soldats russes sont morts en Ukraine. Cependant,
Beaucoup de ceux qui survivent ne montrent aucun respect envers les morts. Au lieu de cela, comme le rapporte Euromaidan Press, ils pillent souvent les corps de leurs camarades morts dès que l'occasion se présente. Le média rapporte que les soldats russes sont souvent envoyés au combat avec peu de fournitures. Les pénuries d'équipements ont atteint des niveaux absurdes, affirme Euromaidan Press. De nombreux soldats russes partent souvent au combat sans équipement basique comme bottes ou gilets de protection. Alors, quand un soldat meurt, qui récupère cet équipement? Les camarades se précipitent souvent comme des vautours. Euromaidan Press a partagé une vidéo largement diffusée montrant un soldat russe retirant le casque et le gilet d'un camarade mort. Le soldat, presque joyeux en pillant, remercie ironiquement son camarade tombé pour l'équipement. Serait-ce le signe d'un esprit brisé? Un soldat si insensible aux horreurs de la guerre et à la brutalité de ses supérieurs qu'il a perdu toute notion de valeur, même celle de la vie de ses camarades. Ou s'agit-il d'un soldat qui cache son désespoir derrière une façade insensible, parce qu'il sait que son pays l'a envoyé mal préparé et avec peu de chances de survie? Quoi qu'il en soit, cela ne change rien au fait que les soldats russes pillent les corps de leurs morts pour récupérer tout ce qu'ils peuvent, que leur propre armée ne leur fournit pas. Dans certains cas, le pillage est prémédité et s'accompagne du meurtre de camarades, comme évoqué plus tôt dans la vidéo. En avril, le Kiev Post a rapporté qu'une organisation ukrainienne, Je veux vivre, avait intercepté un appel depuis la ligne de front. Je veux vivre permet aux soldats russes de se rendre et d'être faits prisonniers par les Ukrainiens, mais relate aussi certains événements tragiques de la guerre en Ukraine. Au cours de l'appel intercepté, un soldat russe dit qu'il est 500 en parlant d'un autre soldat. C'est un terme d'argot militaire indiquant qu'un soldat a désobéi, ce qui n'a qu'une seule conséquence dans l'armée russe. Nous avons déjà pris ses affaires, même s'il était un 200, a déclaré un autre soldat, suggérant qu'il pensait que le soldat désobéissant avait été tué. Il a dû être tué, il a dû être abattu, dit un autre soldat dans une déclaration. Tellement franc que cela montre qu'en Russie, on tue ceux qui désobéissent aux ordres. Un autre soldat précise que le soldat 500 attend son évacuation, ce qui pousse le premier soldat à commenter. Il doit être abattu, il doit être surveillé et abattu. Encore une fois, le pillage sans cœur des morts dans cet incident est clairement visible. Il y a finalement eu de la confusion sur le sort du soldat, mais ses camarades lui avaient déjà volé tout ce qu'ils pouvaient, avant même d'apprendre son sort. Et dès qu'il y eut un soupçon qu'il ait pu survivre, son soi-disant camarade a dit qu'il devrait être fusillé. C'est un dysfonctionnement militaire insensé. Mais encore une fois, cela ne devrait pas surprendre, même en mettant de côté le désespoir des soldats qui fouillantent pour trouver de l'équipement juste pour survivre. La Russie elle-même donne l'exemple, que ce qui appartient à l'un peut être pris par un autre. Le 30 juillet, la British Broadcasting Corporation a publié un article dans lequel elle révélait que l'État russe vole l'argent qu'il avait promis de donner à ses soldats. Le média relate l'histoire de Nikita Kursa, un soldat ayant choisi de combattre en Ukraine pour la bonne rémunération. Rien que cela est un signe que toute la propagande du Kremlin sur le patriotisme n'est que du vent. La plupart des soldats russes sont là pour le salaire. Comment pourrait-il en être autrement? Dans certaines régions, les 62 500 $ qu'un soldat se voit offrir pour sa première année de service, plus un montant similaire en compensation s'il est blessé, représentent 600% de plus que le salaire moyen national, selon la British Broadcasting Corporation. Lorsque Kursa est revenu du combat, il s'est saoulé après une dispute avec sa femme, et a décidé de prendre son argent dans un sac en plastique pour s'acheter un appartement. Il a essayé de conduire, mais il a été arrêté par des policiers. Cela semble raisonnable. Kursa conduisait sous l'emprise de l'alcool, mais au lieu de l'arrêter, les policiers ont commencé à se disputer pour savoir s'ils devaient forcer Kursa à les soudoyer avec son sac en plastique rempli d'argent. Ne faisons pas ça. Il revient juste de la guerre. Un policier a dit « Tais-toi ». L'autre a répondu « Tu sais combien d'argent il y a là-dedans » L'argument opposé a été si convaincant que Kursa a remis à la police près de 32 000 $ en espèces, soit la moitié de son salaire de la guerre en Ukraine. Le système russe, après lui avoir promis une vie d'élite à son retour, l'a finalement dépouillé, comme les soldats russes qui volent sur les corps de leurs morts. Kursa est revenu à son point de départ, combattant dans l'armée de Poutine pour gagner un peu d'argent. Revenons aux grandes pénuries d'équipements en Russie, désormais très répandues. Euromaidan Press indique que les soldats russes utilisent désormais des armes et munitions de la Seconde Guerre mondiale. Les pénuries dépassent l'équipement personnel. Une vidéo du 225e régiment d'assaut ukrainien
montre la découverte de détonateurs allemands de la Seconde Guerre mondiale dans un dépôt de munitions russes capturé selon l'Outlook. La chaîne YouTube de Sun partage une vidéo qui semble prouver cette affirmation. Des images montrent des armes et munitions nazies récupérées par l'Ukraine sur le champ de bataille. The Outlook affirme que les soldats russes désespérés cambriolent désormais des musées pour trouver de vieilles armes nazies à utiliser contre l'Ukraine. Attendez une seconde. Des armes nazies. Cela vient de l'armée dirigée par Poutine, qui a affirmé à de nombreuses reprises par le passé que l'une des raisons de l'invasion de l'Ukraine était la supposée montée du fascisme dans le pays. Les partisans des bourreaux nazis, quels que soient leurs noms actuels, sont condamnés, a déclaré Poutine en janvier 2024, ajoutant que le régime de Kiev glorifie les complices d'Hitler, la SS. Pourtant, ce seraient les soldats de Poutine qui tenteraient d'obtenir des armes nazies. Revenons maintenant au type de soldats russes qui ont lancé cette vidéo sur la folie du front russe. Les conscrits russes ont été enrôlés dans son armée. Cependant, ils ne doivent normalement pas combattre durant leurs 12 mois de service obligatoire. Les conscrits ne sont pas payés et ne doivent pas aller au combat ni quitter la Russie sans contrat. Mais, comme pour d'autres aspects de la guerre en Ukraine, la Russie contourne ses propres règles. Radio Free Europe, Radio Liberty ou Radio Free Europe à Radio Liberty a rapporté l'une de ces méthodes. En mai, elle a précisé que la Russie propose à ses conscrits des contrats pour l'Ukraine seulement 4 mois après leur incorporation. Certains s'engagent volontairement, d'autres, selon le média, sont contraints de signer, ce qui ne fait qu'alimenter le désespoir qui affecte si gravement le moral russe. Un conscrit qui, autrefois, supportait peut-être son service militaire parce qu'il n'aurait pas à se battre et qu'il rentrerait chez lui ensuite. Au lieu de cela, il fait face à la perspective d'être poussé dans un combat auquel il ne veut pas participer. L'un de ses conscrits, nommé Alexandre, a expliqué la qualité de la formation qu'il a reçue. Pour la formation, nous avons seulement fait quelques séances de tir sur cible, sans formation spéciale. Alexandre a confié à Radio Free Europe, Radio Liberty, avoir été envoyé à Bryansk pour creuser des tranchées lors de sa conscription. Lors de la contre-invasion ukrainienne à Koursk, Alexandre, conscrit, s'est retrouvé en première ligne. Des officiers supérieurs lui ont ordonné, avec d'autres conscrits, d'aller en première ligne. Derrière eux se trouvait une seconde ligne de défense composée de véritables soldats professionnels, qui disposaient d'un équipement bien supérieur. La Russie allait utiliser ces conscrits comme chair à canon. Alexandre conclut son récit par une histoire qui est devenue bien trop familière. Un jour, nous avons essuyé des tirs pendant des heures lors d'une mission de reconnaissance, puis les forces des armées ukrainiennes sont arrivées. Impossible de reculer. Nos hommes nous auraient tiré dessus pour avoir révélé notre position. Nous avons attendu allongé plusieurs heures. La partie la plus importante de cette citation est claire. Nos propres hommes nous auraient tiré dessus. À ce stade, il est évident qu'Alexandre dit probablement la vérité. Il y a bien trop de preuves que la Russie fait exactement cela, rien que dans cette vidéo. Et c'est en fin de compte ce qu'est réellement l'armée russe. Autrefois crainte comme l'une des forces militaires les plus puissantes du monde, l'armée russe s'est effondrée de toutes parts. Aujourd'hui, ce sont des soldats qui ne savent pas si la balle qui les tuera viendra d'un soldat ukrainien ou de l'un de leurs propres camarades. La Russie vient tout juste d'entrer en état d'alerte rouge. Son dirigeant de plus en plus désespéré, Vladimir Poutine, est en train de paniquer. Son pays est en proie à la panique. Ses villes brûlent et son économie part en fumée. Et tout cela grâce à l'Ukraine qui sème l'enfer sur les infrastructures russes. À court d'options, le président russe vient de prendre l'une des décisions les plus audacieuses de la guerre. Une décision qui aura des conséquences durables, d'une manière ou d'une autre, mais aussi une décision qui montre à quel point la situation devient désespérée pour le Kremlin. Le 22 octobre, l'armée russe a annoncé qu'elle mobilisait des réservistes de tout le pays pour défendre ses infrastructures sur le territoire national. Le vice-amiral Vladimir Smolensky, chef adjoint de la mobilisation de l'état-major général russe et chef du bureau de conscription, a annoncé la nouvelle à la télévision. Et il y a beaucoup à apprendre de ce qu'il a dit. Le vice-amiral a commencé par dire ce qui suit. Afin d'augmenter le niveau de sécurité des infrastructures critiques et d'autres installations vitales pour le bien-être des citoyens, il a été décidé d'impliquer les citoyens les plus préparés et patriotes dans la mise en œuvre de mesures pour protéger les installations civiles au cœur de la Russie. Rien que cela en dit déjà long. Premièrement, cela montre que la Russie est très désespérée, car elle n'aurait jamais fait une telle annonce sans y être contrainte. Depuis longtemps déjà, Vladimir Poutine et ses responsables du Kremlin affichent un visage courageux devant le public. Ils utilisent leurs astuces habituelles de mensonge et de manipulation pour façonner une image. Que la guerre se passe bien,
que la Russie est sur la voie de la victoire, que l'économie a résisté à l'assaut des sanctions occidentales, et que les forces ukrainiennes sont en difficulté, alors que les troupes russes gagnent du terrain chaque jour. Le reste du monde connaît la vérité. Mais en Russie même, où une grande partie de la population reçoit ces informations par le biais de chaînes de télévision et de journaux appartenant à l'État, il est relativement facile pour le Kremlin de contrôler ce que les gens croient. Et il fait tout son possible pour dissimuler les dures réalités du conflit, masquant les faits dès qu'il le peut et de toutes les manières possibles. Désormais, les dirigeants russes ont dû admettre ouvertement que les choses ne se passent pas comme prévu. Ils annoncent que les attaques ukrainiennes sur leurs infrastructures deviennent trop dangereuses et que les défenses actuelles ne suffisent pas à stopper les frappes de drones de Kiev. Ils ont besoin de plus d'aide. Comme l'armée est déjà prise sur le front en Ukraine, ils sollicitent les réservistes pour défendre leur pays contre de prochaines frappes ukrainiennes. Cela nous conduit à la deuxième grande leçon des propos du vice-amiral russe. Les attaques ukrainiennes fonctionnent. Depuis des mois, l'Ukraine mène une offensive aérienne stratégique et systématique contre les infrastructures majeures de l'autre côté de la frontière et dans les régions russes. Les frappes de précision ukrainiennes ont détruit et effacé raffineries, réservoirs de carburant et oléoducs, ciblant particulièrement les sites énergétiques. De gigantesques explosions retentissent et d'épais nuages de fumée remplissent l'air. Des incendies ont fait rage toute la nuit, d'énormes flammes illuminant le ciel tandis que des milliers de litres de carburant brûlaient en minutes. Isolées, des attaques individuelles comme celle-ci compteraient peu, mais cumulées, elles prennent de l'importance. Leurs effets ont très certainement eu un impact massif sur l'économie russe et sa machine de guerre. En conséquence, une énorme crise du carburant commence à se répandre partout en Russie, touchant de nombreuses régions et plusieurs grandes villes, où les gens sont obligés de payer des prix exorbitants et de faire la queue pendant des heures, simplement pour remplir un réservoir d'essence. De nombreuses stations-service dans les régions touchées ont réduit leurs services ou imposé des restrictions en raison des pénuries, et certaines ont même été contraintes de fermer. Celles qui restent ouvertes doivent imposer des plafonds d'achat stricts et d'autres restrictions pour éviter d'aggraver la crise. L'Ukraine ne montre aucun signe d'arrêt de ces attaques, et la Russie a jusqu'à présent fait un travail lamentable pour se défendre. En conséquence, il semble que la seule option restante soit de mobiliser les réservistes, et de leur confier la garde des pipelines, des usines, et des raffineries qui tiennent encore debout. Le vice-amiral Smolensky a poursuivi en expliquant que les réservistes devront d'abord suivre une formation spéciale avant d'être déployés pour surveiller les sites d'infrastructures importants. Un projet de loi précise les objectifs pour lesquels les réservistes sont utilisés, prévoyant la possibilité de les envoyer dans des camps d'entraînement spéciaux, pour protéger les infrastructures vitales comme l'énergie, les transports et les raffineries de pétrole dans leur région. Selon l'officier, le ministère russe de la Défense prépare un nouveau projet de loi. Selon les déclarations officielles, cette loi ne permettra aux réservistes que de protéger des sites d'infrastructure, tels que les centres de transport et les raffineries de pétrole, dans leur région et sur le territoire russe lui-même. Le Kremlin tenait à préciser qu'il ne s'agissait pas d'une mobilisation nationale, et que les réservistes appartiennent à une catégorie très différente, comparée aux soldats sous contrat qui combattent en première ligne. Le vice-amiral a poursuivi en expliquant ce point. Je tiens à souligner qu'il ne faut pas confondre réservistes et soldats sous contrat, le personnel militaire actif. Les réservistes, contrairement aux soldats sous contrat, peuvent cumuler leur service avec leur emploi principal. Les réservistes ne sont pas militaires et ont tous les droits des civils. Les réservistes sont des citoyens qui ont auparavant servi dans les forces armées ou d'autres agences de sécurité et qui concluent volontairement un contrat pour servir dans la réserve. Donc, si l'on en croit ce que dit le vice-amiral, ces réservistes ressembleront davantage à une garde nationale à temps partiel. Ils pourront continuer à mener leur vie, travailler à leur emploi habituel et rester proches de leur famille, tout en servant, en conservant tous les droits d'un civil russe. Mais ils devront aussi consacrer temps, énergie et expertise militaire à défendre des sites stratégiques contre les attaques ukrainiennes. Le vice-amiral a ensuite insisté sur ce point, déclarant spécifiquement que la nouvelle loi sur la conscription ne devait en aucun cas être considérée comme une mobilisation, et que la mobilisation n'était même pas à l'ordre du jour pour le moment. Le projet de loi, élaboré à l'initiative du ministère russe de la Défense, ne concerne pas tous les citoyens, et ne facilite pas leur conscription pour servir dans les zones d'opérations militaires spéciales ou pour un déploiement à l'extérieur du pays. De plus, il n'est pas question de mobilisation. S'il y a une chose que l'histoire nous a apprise, c'est qu'on ne peut pas faire confiance aux paroles des responsables du Kremlin.
Ce sont des maîtres du mensonge et de la propagande, ayant souvent prouvé qu'ils disaient une chose pour en faire une autre. Il est donc possible que, malgré les dires du vice-amiral, cela relève en fait d'une stratégie plus large. Cela pourrait finalement s'avérer être une mobilisation à grande échelle. Parmi les quelques 2 millions de réservistes dans les rangs russes, qui ont tous signé des contrats de réservistes, mais ne sont généralement pas obligés de servir. Et même si le vice-amiral a également déclaré que ces réservistes ne seront appelés qu'à défendre leur propre territoire et ne seront pas envoyés dans une opération militaire spéciale, des déclarations officielles ont réaffirmé qu'ils ne seront pas envoyés à Donetsk, Louhansk, dans d'autres régions occupées d'Ukraine ni hors de Russie. Cependant, la flexibilité passée de Moscou avec ses règles laisse planer des doutes sur un possible changement discret de cette politique à l'avenir. En fin de compte, envoyer certains, ou même la totalité de ces soi-disant réservistes, directement sur les territoires de première ligne. Quelques éléments de preuve soutiennent cette possibilité. D'abord, ce ne serait pas la première fois que la Russie ment ouvertement sur ses intentions réelles. En fait, comme mentionné précédemment, le régime de Poutine a pris l'habitude de dire une chose mais de faire le contraire. Et l'histoire récente regorge d'exemples de ce genre. À plusieurs reprises, lors de discussions avec Donald Trump, Poutine aurait exprimé sa volonté de mettre fin à la guerre et évoqué des négociations pour un cessez-le-feu ou un accord de paix, pour ensuite frapper l'Ukraine avec des attaques de drones et missiles d'une intensité record, 1 ou 2 jours après. Avant le début de la guerre, les responsables du Kremlin affirmaient également à plusieurs reprises qu'il n'y aurait pas de guerre. Le reste du monde mentait et faisait de la propagande, alors que la Russie n'avait aucun projet d'envoyer des troupes dans le Donbass. Vladimir Tchizov, par exemple, l'ancien ambassadeur russe auprès de l'Union européenne, a déclaré en janvier 2022, quelques jours seulement, avant le début de l'invasion, que la Russie n'avait aucun projet d'envahir l'Ukraine ou tout autre pays. C'est un bluff, créé non pas en Russie, mais dans ces pays qui diffusent maintenant ce message hystérique à travers l'Europe et le monde. Le fait que la Russie qualifie encore la guerre d'opération militaire spéciale est une autre page du même manuel. C'est utiliser la langue comme arme, en choisissant des mots, pour introduire subtilement des idées avant de dévoiler la vérité, même si elle est laide. Bien plus tard, le même scénario pourrait bien se reproduire à nouveau. Le Kremlin pourrait commencer à suggérer que les réservistes prennent volontairement les armes pour défendre leur région. Ensuite, 1 mois ou 2 plus tard, il pourrait faire une seconde annonce, révélant que certains de ces vaillants réservistes sont en route vers le front. La deuxième preuve à l'appui de cette possibilité est le fait que le vice-amiral semble tellement désireux de souligner qu'il ne s'agissait pas d'une mobilisation. Dans son discours, il a évoqué à plusieurs reprises le concept selon lequel les réservistes étaient complètement différents des soldats sous contrat, qu'ils s'étaient là uniquement sur une base volontaire, et qu'ils avaient signé des contrats pour servir leur pays. Il semblait désespéré de faire passer le message que tout cela était juste et raisonnable, que personne n'était forcé de servir. Les personnes concernées seraient seulement stationnées dans la Fédération de Russie. Bien sûr, il se peut qu'il ait été parfaitement honnête et franc dans ce qu'il a dit, mais d'habitude, chaque fois que quelqu'un, surtout un responsable du Kremlin, répète et insiste sur les mêmes idées encore et encore, c'est parce qu'il a quelque chose à cacher. Ils veulent imposer leur point de vue, pour éviter que les gens ne posent trop de questions, ou ne doutent trop. Et c'est peut-être exactement ce qui se passe ici. Il n'y a aucun moyen de le savoir avec certitude, pour l'instant. Mais il est clair que le vice-amiral était sous des ordres stricts pour insister sur certains points, et anticiper d'éventuelles préoccupations du public. Seul le temps dira pourquoi le Kremlin voulait présenter son annonce de façon aussi précise. Mais beaucoup d'analystes ne seront pas surpris si ces mêmes réservistes commencent à apparaître dans des assauts sur Pokros ou d'autres positions en première ligne dans un avenir pas si lointain. N'oubliez pas non plus qu'aux yeux de Vladimir Poutine, toute l'Ukraine appartient à la Russie et devrait être considérée comme partie de la Fédération de Russie. C'est exactement ce qu'a dit Poutine plus tôt cette année, s'adressant aux participants du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, le 20 juin charmant. J'ai souvent affirmé que les peuples russes et ukrainiens formaient un seul peuple. Ainsi, toute l'Ukraine nous appartient. Notre règle, là où un soldat russe pose le pied, c'est à nous. Le nouveau projet de loi indiquerait que les réservistes ne seront déployés qu'en Russie. Mais Poutine affirme aussi que l'Ukraine appartient techniquement à la Russie. On voit facilement comment ce plan de mobilisation des réservistes pourrait être détourné en mobilisation générale. Et la troisième raison pour appuyer cela peut se résumer en un seul mot, l'argent. Il n'y a aucun doute là-dessus. L'économie russe est en chute libre.
Le pays a pu partiellement amortir l'impact des sanctions occidentales et l'énorme coût de l'alimentation de la guerre. Durant les 2 premières années, une planification rigoureuse et des choix judicieux du Kremlin, dont la création d'une importante réserve financière, ont été déterminants. Le renforcement des relations commerciales avec des pays comme l'Inde et la Chine, et la réduction de la dépendance de la Russie vis-à-vis des importations et des technologies occidentales. Cependant, l'inflation et des taux d'intérêt extrêmement élevés continuent de peser lourdement sur l'économie. Cependant maintenant, alors que le conflit approche de son 4e anniversaire, la Russie ressent pleinement la pression. Les sanctions ont progressivement isolé les banques, entreprises et élites russes des voyages, du commerce et des échanges internationaux. La valeur du rouble russe est devenue instable, l'inflation et les taux d'intérêt sont au plus haut. La récession semble inévitable. Les attaques ukrainiennes contre les sites de carburant et les infrastructures pétrolières se sont multipliées, aggravant rapidement les difficultés financières du Kremlin. En réponse, la Russie essaie enfin de trouver des moyens de réduire les coûts partout où elle le peut. Elle refuse de mettre fin à la guerre, et, à bien des égards, elle ne peut même pas se le permettre, car une grande partie de son argent est désormais investie dans le complexe militaro-industriel. Mais il semble qu'elle soit intéressée à réduire certaines de ses dépenses les plus excessives, et le recrutement est probablement concerné par cette catégorie. Même après avoir subi des pertes colossales, certaines estimations suggèrent que les pertes totales de la Russie pourraient désormais dépasser 14 millions. Avec près d'un demi-million de soldats morts, le Kremlin poursuit un recrutement massif, ajoutant chaque mois des dizaines de milliers de soldats. Mais il doit prendre des mesures toujours plus désespérées et coûteuses, offrant d'importantes incitations financières pour attirer des citoyens à s'engager. Un rapport de RE Russie publié cette année a révélé que la Russie avait dépensé plus de 2000 milliards de roubles, 246 milliards de dollars pour la main-d'œuvre au premier semestre 2025. Cela comprenait 400 milliards de roubles pour les primes à la signature des nouvelles recrues, 860 milliards de roubles pour la solde des centaines de milliers de soldats en service actif en Ukraine, et plus de 750 milliards de roubles supplémentaires en indemnisation aux familles des morts et des blessés. Si ces taux restent inchangés, alors fin 2025, la Russie aura dépensé plus de 4000 milliards de roubles, près de 50 milliards de dollars pour recruter des troupes, payer les soldats et indemniser leurs proches. C'est l'équivalent de 2% du produit intérieur brut total de la Russie et de près de 10% du budget fédéral de l'année. C'est une somme d'argent extraordinaire. Et avec d'autres rapports, révélant que la Russie dépense environ 2 milliards de roubles, soit 24 millions de dollars chaque jour, rien que pour les primes de signature des nouvelles recrues. Il est facile de voir à quel point ce système est totalement insoutenable. Ainsi, plutôt que de continuer à dépenser des sommes extravagantes pour envoyer de nouveaux soldats sur le champ de bataille, beaucoup risquent d'être tués ou blessés avant même d'avoir la moindre chance d'impact. Les dirigeants russes peuvent juger plus rentable de profiter de leur grand nombre de réservistes. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de trouver une sorte de faille juridique qui leur donne le pouvoir de déployer les réservistes en Ukraine. Selon les analystes de l'Institut américain pour l'étude de la guerre, ce projet de loi pourrait le permettre, qui a récemment publié une analyse des récentes actions législatives du Kremlin, intitulée « Avertissement ». Le Kremlin se prépare à mobiliser des réservistes de manière continue pour combattre en Ukraine pour la première fois. Dans le rapport, un institut américain pour l'étude de la guerre explique que les systèmes de recrutement existants de la Russie perdent de leur élan et s'avèrent trop coûteux pour que le Kremlin puisse les maintenir. La méthode principale de la Russie pour générer de la main-d'œuvre, fondée sur de fortes incitations financières et la hausse des prix, s'essoufflerait et donnerait des résultats décroissants depuis octobre 2025. Les bureaux de recrutement militaires russes peinent à accroître le recrutement malgré la hausse des paiements. Une méthode pourtant efficace en 2023 et 2024. Début 2025, la stratégie du Kremlin pour attirer des volontaires rencontrait déjà des difficultés financières. En conséquence, l'Institut affirme que la Russie constitue sa réserve stratégique depuis un certain temps. Une source interne russe, qui a régulièrement fourni des informations précises sur les changements au sein du commandement militaire russe, a déclaré le 21 septembre qu'environ 292 000 personnes avaient signé des contrats avec le ministère russe de la Défense et qu'une partie de ces recrues rejoignait la réserve stratégique. Le projet d'amendement adopté le 13 octobre pourrait offrir le cadre juridique pour activer certains éléments de cette réserve.
L'Institut américain pour l'étude de la guerre estime que le Kremlin utilisera probablement ce nouvel amendement pour envoyer plus rapidement les réservistes actifs au combat qu'auparavant. Selon le mécanisme précédent, cela nécessitait une déclaration formelle de guerre ou un ordre de mobilisation. Il ajoute que cette méthode pourrait aider la Russie à générer des forces à un coût bien moindre. Cela permet d'économiser de l'argent sur les primes à la signature et d'autres coûts de recrutement, ce qui pourrait apporter un certain soulagement à l'économie chancelante du pays. Parallèlement, l'Institut américain pour l'étude de la guerre indique que cette stratégie pourrait se retourner contre Poutine si le public russe perçoit les mensonges. Les réservistes sont envoyés de force en Ukraine contre leur gré. Le Kremlin investira sans doute beaucoup pour persuader les Russes que les réservistes partis en Ukraine l'ont fait de leur plein gré. Le service militaire obligatoire reste peu attrayant et controversé. Vladimir Poutine risquerait davantage politiquement si le Kremlin ne convainc pas les Russes que les réservistes morts en Ukraine y sont allés volontairement. En somme, le Kremlin prend un risque majeur avec cette décision, même s'il veut utiliser les réservistes uniquement pour défendre les territoires russes. Pour l'instant, c'est un plan qui pourrait s'avérer inutile puisque l'Ukraine a prouvé sa capacité à contourner les défenses russes avec drones et missiles. Et elle continuera de frapper l'infrastructure pétrolière du Kremlin, les centres de transport et d'autres sites importants dans les semaines et les mois à venir. Davantage de troupes russes dans et autour de ces sites ne suffiront pas à les sauver. En réalité, cela entraînera seulement plus de pertes évitables et plus graves pour le pays. Si la Russie a des projets plus ambitieux et envisage d'envoyer ses réserves en Ukraine, elle pourrait devoir faire face à une population de plus en plus en colère et indignée, dont beaucoup sont déjà lassés et fatigués par la guerre et souhaitent ardemment qu'elle prenne fin. Découvrez comment le ressentiment, la dissidence et la rébellion émergent dans les régions russes dans cette vidéo, qui montre comment les peuples autochtones de Russie ripostent contre Moscou de plusieurs façons. Pour mieux comprendre l'intérieur du Kremlin, regardez cette vidéo sur la paranoïa de Poutine, qui a provoqué une purge inédite parmi les responsables russes et placé le président dans la situation la plus précaire de sa carrière. Et enfin, abonnez-vous aussi à notre chaîne et activez les notifications pour être parmi les premiers à découvrir les dernières actualités majeures et les développements en provenance du front de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que d'autres conflits importants à travers le monde.